Bon, 3 semaines d'affilée, hein. Pas mal. C'est un record. Je crois qu'on n'a jamais fait ça. On a déjà fait 3 podcasts, 3 semaines d'affilée. Je suis pas sûr. C'est pas si Louis il monte après. Je pense pas. Faut que Louis, faut qu'on mette une annonce dedans. pour On qu'on va, soit te, on, obligé va de te, demander. on va te donner une Merde, il n'y prime. a plus les t-shirts derrière parce que j'allais dire dans le dernier podcast, j'allais le monter. Bah, ils sont là. J'allais monter avant que tu les expédies. Les t-shirts sont encore là. Donc On va te j'ai gagné. donner une Les prime pour le t-shirts, montage. les t-shirts sont empaquetés. Ils partent donc normalement ils partent aujourd'hui. Tout est dans les petits colis. Ah bah là, je pense. Ah si, peut-être que je monte ce soir. On verra. On est à l'épisode 60. On a décidé de répondre à quelques questions qui avaient été posées dans les commentaires. Voilà, je sais pas s'il y a un petit sujet que vous voulez aborder avant. Si, moi je voulais parler de. Enfin, je vous en ai parlé hier soir, mais de l'américain qui s'est fait suspendre. Oui. Pour demander aux gens un petit peu ce qu'ils en pensent de cette règle. Oui, vas-y. demandons-nous, hein. Alors, dilemme. Je réexplique. Il y a au niveau de l'Agence mondiale antidopage, il y a des produits qui sont interdits en compétition, d'autres qui sont interdits à l'entraînement. Ça veut dire que typiquement, on peut être contrôlé à l'entraînement ou en inopiné chez soi si on est sur liste et être positif à certains produits, mais que ça n'entraîne pas de sanctions parce que les produits ne sont pas interdits dans les conditions d'entraînement. Par contre, pour ces mêmes produits, si on est contrôlé positif en compétition, c'est une sanction. Typiquement, je crois que c'est DMAA. Ça ressemble un peu à des Les amphètes. amphètes. Donc dans certains pré-workouts, c'est autorisé si vous êtes contrôlé positif à l'entraînement, pas en compétition. Et dans le cas de l'américain Weskits, donc déjà il était un peu décrié aux États-Unis parce que c'est le seul américain qui va faire les Jeux Olympiques, mais qui n'était pas dans le top 10 de sa caté. Il a eu la place continentale parce que c'était le seul américain en moins de 109. Quand je dis américain, c'est continent américain. Ouais. Donc déjà il était décrié en disant c'est pas un vrai de l'équipe américaine parce qu'il n'a pas mérité sa place entre guillemets. Et en plus de ça, il était suspendu, mais il était suspendu qu'1 mois parce qu'il a été pris justement à un de ses produits interdits en compète mais autorisés à l'entraînement sur une compétition où il n'a pas participé, où il allait seulement se peser parce qu'il est blessé depuis un moment. Il allait quand même se peser à chaque compétition de qualif olympique parce qu'il avait l'obligation pour être éligible Sur au le jeu. circuit, ouais. Et donc il est venu, il s'est pesé. Le contrôle est tombé sur lui et ils l'ont contrôlé positif à un espèce de pré-workout, un truc qui est interdit en compète et donc sanctionné. Et d'un côté, il y en a qui se plaignent en disant c'est débile comme sanction parce que il n'a pas fait la compète, donc pourquoi il serait contrôlé positif à un truc qui n'est pas normalement sanctionné en compète. Et les autres qui disent c'est aberrant d'avoir une sanction comme ça et qui prennent seulement 1 mois, alors qu'un autre Américain comme Ian Wilson avait été contrôlé il y a quelques années maintenant et il y avait une grosse sanction, je crois que c'était 2 ans pour du cannabis. Mais dans le même cadre. Bah lui, c'est parce que le cannabis, dans tous les cas, est interdit. Oui, hein. Mais il y en a qui disent que la sanction, du coup, est minime et qu'1 mois de sanction, c'est juste pour faire beau, quoi. Faudrait qu'on ait une rubrique dopage parce que là, ça fait 3 podcasts d'affilée qu'on en parle. On va finir par faire une rubrique avec un petit générique. Non, mais la diff pour moi, où le cannabis, tu dis que l'autre a été pris, qu'il a eu une sanction plus sévère, mais le cannabis, c'est interdit à l'entraînement et en compète. C'est interdit tout court. Je crois, oui. Alors que le produit pour lequel il a été pris, c'est autorisé à l'entraînement. Et en gros, il n'a pas fait la compète, il est venu à la pesée de la compète. Mais il a été contrôlé positif en compète à ce produit, même s'il a pas Oui, fait. oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, il y a comment dire, Robin c'est disait, il y a une tendancieux, espèce c'est de vide tendancieux. juridique Ouais, voilà. sur ce Pas, truc-là. non, justement, pour moi, c'est pas qu'il y a un vide juridique, c'est il y a un manquement. C'est soit tu crées un alinéa à la règle et tu dis pour les personnes chopées pour telle et telle substance qui sont venues se peser mais qui n'ont pas, je sais pas Oui, parce qu'il a comment pas on pourrait tiré. cadrer ça, qui n'ont pas tiré une seule barre. Ben alors tu mets un alinéa et tu dis dans ce cas-là ils ne seront pas sanctionnés. Par contre pour moi si on s'en suit à la règle, pour moi c'est normal qu'il soit sanctionné parce qu'il s'est présenté en compète, oui il n'a pas Oui. tiré mais par contre, je trouve pas ça anormal qu'il ait qu'1 mois. et je trouve pas ça anormal que ça suscite débat et qu'il y a peut-être un problème. Maintenant pour moi les règles elles sont simples, tu te pointes en compète, tu tires pas mais on te demande de te présenter en compète donc c'est qu'on estime que tu dois être dans les conditions Dans les règles. pour tirer. Parce que s'il avait voulu tirer j'imagine qu'il aurait pu. Ah oui, complètement. Oui. Voilà. De Donc toute en façon, fait, on pour reproche moi, très souvent, enfin c'est un reproche qui est cohérent aux athlètes de haut niveau. On leur dit vous devez être capable de savoir ce que vous prenez, vous devez faire confiance à des marques de compléments alimentaires qui sont testés transparentes, par des labos en dehors en fait. si on te dit présentez-vous, il faut que tu sois, Présentez-vous. il faut que tu sois présentable. Faut que tu sois. Donc pour moi la sanction de 1 mois. Si je me mets du point de vue de l'athlète et de ce que ça représente pour sa carrière de faire les JO, je trouve ça, on va dire que ils ont fait preuve de beaucoup d'empathie quoi. Parce que tu te dis bon, Ouais, gros, les JO, les JO il a quel âge cet athlète-là? Je pense que ce sera ces derniers. Ok, il donc est déjà moins bon qu'il y a 4 ans. il les a déjà fait? Il les a déjà fait. Ok, bah moi tu vois par exemple j'aurais pris ça en compte dans la sanction. Déjà fait, pas déjà fait. Ouais.
Les derniers aussi, ça Je joue. voudrais regarder dans le comité de. C'est Enfin, un peu comme de la jurisprudence, quoi. Vraiment, le workout. ça marche. Je sais pas s'il fonctionne comme ça quand ils rendent des jugements. Il a pris un booster trop fort, quoi. Tu vois, Ouais. Je sais pas comment ils. Bah, j'imagine que oui, ils font comme ça, mais comment ça fonctionne en commission? Est-ce qu'ils discutent un peu du cas personnel du gars? Parce que je sais que par exemple, c'est quand tu es inculpé pour des faits, si on sait que, je sais pas, t'étais en train de te réinsérer professionnellement, je sais pas quoi, que t'as une mère malade, enfin bref. Oui. Bon, on va pas rentrer dans un débat politique, mais en gros, Parce que en là, gros, j'ai vu le glissement. Ouais, mais voilà, en tout cas, il a buté une meuf, mais sa mère était malade. donc, en tout cas, ils essayent de vraiment prendre en compte la situation dans sa globalité. Non, mais normalement, oui, t'as quand même une part d'humain dans les comités. Ok, c'est pas des peines planchées entre guillemets directement. Bah, t'en as pour. Marin, il est là, il dessus, fait non, mais mais t'as- Marin, t'as les peines ensuite planchées les ne sont circonstances. pas passées. Les peines T'as planchées. ensuite les circonstances autour qui font que ça peut bouger un peu. En l'occurrence, ça c'est le cas parce que j'avais jamais vu de sanction d'un mois antidopage. Ok. Simon, il y a un truc que je voulais rajouter par rapport à un commentaire qu'on a eu, qu'on n'a pas mis dans la liste, mais quelqu'un qui ne nous a pas reproché, mais qui a dit qu'il était étonné qu'on puisse aborder des points sur la fiscalité par rapport au fait qu'on les donnait notre avis sur l'URSSAF, etc. la dernière fois. Donc il disait oui, je suis surpris, je m'attendais pas à voir ça, dans le sens où il était un peu déçu parce que pour lui c'est une vidéo, un podcast en tout cas tourné sur le sport. Parce qu'il estime que le fait qu'on ait parlé de fiscalité, on glisse en politique. Voilà. Mais après Louis a très bien répondu, c'est Louis qui avait répondu. Et je trouve que c'est bien de le rappeler. Étant donné qu'on est gérant de société et que sur les podcasts on aborde des points sur le sport, oui, mais également sur aussi la gestion d'activité, l'entrepreneuriat, etc. On trouve que c'est aussi quand même bon, et en tout cas nous on prend plaisir à le faire, de partager notre avis là-dessus, sur l'entrepreneuriat, et sur l'entrepreneuriat ça prend en compte la gestion d'activité, mais aussi tout ce qui est fiscal, la fiscalité en tout cas autour. Donc Alors moi, on continuera de donner notre avis sur le truc, parce que pour moi en plus on n'a pas exprimé Remarque, il y a d'avis eu politique. il y a eu d'autres réponses aux commentaires de personnes qui ont dit qu'ils étaient contents justement qu'on Oui. aborde ces sujets-là parce qu'ils se sentent pas tout seuls Exactement. Oui. à Alors- subir ce truc-là. Alors, Il si- y a même quelqu'un qui a dit qu'on était le meilleur système social au monde. En France. bah, c'est Là, par le, contre, c'est le là, me- c'est le- c'est le meilleur dans le sens où c'est celui qui aide le plus les gens, mais il a des Celui qui défaillances. redistribue le Oui, plus. voilà. Celui qui redistribue le plus, il a Mais par en contre, soi, c'est pas l'éducation faux. est merdique. Oui, mais après, le système social, c'est pas que les aides. Non, mais genre système d'aide. Moi, je pensais à ça plutôt. On a privatisé des trucs qui devraient être publics. À l'inverse, on a rendu public des trucs qui devaient être privés. La santé, c'est à chier aux On a en rendu des France. trucs privés pas chers qu'on a racheté pour le L'éducation public. nationale, c'est à chier en France. Non, mais en tout cas, moi je trouve que c'est. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires si vous voulez qu'on se taise sur ces sujets-là, et du coup on continuera à en parler quand même. Ou alors si Alors, vous trouvez que moi, je peux dire, mais. Pour aussi donner un petit peu mon avis là-dessus, je suis d'accord dans le sens où moi, des fois, ça m'énerve beaucoup quand je consomme un contenu et je peux des fois deviner ce que pense tel ou tel créateur de contenu, tel ou tel influenceur, mais j'aime bien que le mec ne m'en parle pas. Je sais que par exemple, moi, j'adore par exemple ce que fait Squeezie. Je suis un gros consommateur de ses dernières vidéos. Quand il a écrit sa lettre pour appeler à voter Squeezie, pour appeler à voter, en tout cas à faire le castor contre le Front National. Moi, ça m'a beaucoup énervé parce que j'avais pas envie d'avoir son avis là-dessus. Maintenant, c'est sa plateforme. Et en fait, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le contenu que vous consommez, il est produit et vous est offert de manière totalement gratuite. C'est-à-dire qu'on vous divertit gratuitement. C'est quand même, faut pas l'oublier, quoi. Oui. À un moment, quand on te donne quelque chose, on te donne un t-shirt, tu vas pas dire désolé, il est un peu mal taillé, ça me saoule. Mais pour le coup, Tu lui, dis merci. je trouve qu'il sort plus de son cadre d'activité, parce que lui, si je me trompe, dans la vidéo type genre Il fait gaming, il etc., fait du divertissement à 100%. Et là, il parle de politique, ce qui n'a rien à voir pour moi. Alors que là, pour le coup, pour moi, on n'a même pas abordé une opinion politique. On a abordé un truc vraiment autour de l'entrepreneuriat et sur la fiscalité quand tu es entrepreneur. Peu Donc, importe, on pourrait faire un truc que sur le C'est ça que je veux sport, dire, et c'est du que jour au je te lendemain, donne raison. on parle Oui, de oui. Scrabble, on fait ce qu'on veut. Je te donne raison, mais en On fait, est dans privé, l'absolu, on est pas public. on fait ce qu'on veut. Après, je peux comprendre que ça déplaise à certaines personnes. En fait, je fais les deux. Je fais ce que je veux et je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas et j'ai pas à m'excuser non plus, quoi. on s'excuse pas. Ça s'excuse pas. Pardon. Moi, avant qu'on attaque sur les questions, j'avais un autre petit sujet. On en a un peu parlé hier au resto. Moi, je me suis rendu compte. Vous allez peut-être dire que je suis naïf, mais qu'il y avait que le signalement de vertu, ça existait aussi dans le monde du sport. Donc en fait, je suis désolé, je vais reparler des athlètes hybrides, qui est un peu un phénomène ces temps-ci, mais en
fait, j'ai remarqué, et comme il y a des gens qui aiment bien dire qu'ils sont véganes et qu'ils mangent pas de viande pour vous montrer qu'ils sont des personnes pures et qu'ils pensent aux animaux, etc. Et qui sont mieux que vous. Parce qu'il y a aussi beaucoup de ça. Hein. Oui, alors, et encore une fois, je mets pas tous les véganes dans le même sac, parce qu'il y en a ils font ça pour eux, c'est leur conviction, et ils viennent pas emmerder les autres, et ils laissent les autres bien faire ce qu'ils veulent. Et ben vous avez un peu le cas avec les gens un peu qui font des athlètes hybrides, ou les polyathlètes, j'ai découvert ce mot hier aussi, ça m'a bien fait rire. Ça veut tout dire, hein. Quand quelqu'un commence à utiliser des mots compliqués pour expliquer sa pratique sportive, c'est que c'est vraiment... c'est comme quelqu'un qui dit qu'il est capisculteur pour dire qu'il est coiffeur, quoi. C'est tout de suite là, ça commence à sortir les trompettes. En fait... et puis on entend tout le temps l'argument de oui, alors tu sais, toi tu es spécialiste dans ton sport, donc ça veut dire que si on change d'environnement ou qu'on n'est pas dans ta filière, tout de suite tu sauras plus rien faire. Dans la vie, il faut être polyvalent, tu sais pas ce qui peut se passer dans la nature. Alors moi je trouve cet argument complètement débile. Non mais je trouve ça débile parce qu'en fait si tu veux être polyvalent en 2024, ben en fait c'est pas à travers le physique que ça se passe, c'est à travers des compétences psychologiques. Donc ce serait plutôt est-ce que tu es capable de coder, est-ce que tu es capable de faire de la vente, est-ce que tu es capable de faire de la maçonnerie, du bricolage. Enfin c'est ça être un homme polyvalent qui va pouvoir s'adapter à n'importe quel environnement en 2024. C'est pas est-ce qu'on sait courir un 10 km et on sait faire de soulevé de terre quoi. C'est pas tes burpees et tes arrachés. Voilà, en fait et encore tu peux te dépasser très vite par les avancées technologiques parce que il y a énormément de compétences qui, là, quand il y a eu la sortie de l'IA, qui sont devenues pas obsolètes, mais genre qui sont devenues très très facilement remplaçables. J'avais vu un mème là-dessus où t'as plein de mecs qui font comme la file indienne, et tu vois les compétences de chacun. Il y en a un qui fait du JB, l'autre du MMA, etc., avec plein de niveaux d'expérience variés. Et les mecs qui sont hyper athlétiques, et au bout, t'as un énorme obèse avec un gun. Et en gros, tu vois, oui, non, mais encore une fois, moi je trouve ça. Moi je trouve le délire hybride athlète, je trouve super cool. Genre, moi je trouve ça cool les mecs qui font à la fois de la muscu, qui essaient d'avoir un gros squat et d'être bon sur du 10 km, etc. Moi je trouve ça cool. Moi ce qui me dérange, c'est un peu le côté. Encore une fois, moi je suis meilleur que toi parce que toi tu es spécialisé, donc en fait tu es moins fonctionnel que moi dans un environnement naturel entre guillemets. Je serais le prédateur, tu serais la proie quoi. Mais c'est quoi l'environnement naturel pour eux? Mais non, mais de toute façon l'environnement, de toute façon pour moi encore une fois c'est une polyvalence qui n'a lieu d'être que dans le sport. En dehors de ça, dans la vie, en fait, être meilleur en soulevé de terre et savoir faire un 10 km, ça vous aidera pas plus que quelqu'un qui fait uniquement du marathon, quoi, en fait. Oui, même d'un point de vue santé, ça s'entend que c'est mieux de faire voilà. du cardio ou autre. Mais d'un point de vue santé, je suis désolé, courir le 10 bornes en moins de 36 minutes et faire des arrachés à 125 kg, je suis pas sûr que ce soit idéal. Et le pic, le summum de santé, on l'atteint bien avant. Et le mec qui te dit ça, en plus, il vient en bagnole comme toi à la salle. Donc, il bride que dalle. Il prend de pré-workout. Et je tiens à dire que c'est pas du tout les crossfitters qui font ça. Les crossfitters, ils sont plutôt humbles, ils sont très curieux, etc. Ils ont pas du tout, je trouve, cette attitude de ouais, nous on fait. T'as quelques crossfitters quand même qui critiquent la spécificité. Oui, mais de toute façon, ils peuvent pas venir en coin. C'est pas. Je veux dire, leur sac à dos est trop gros, donc eux, ils sont obligés de venir en bagnole. Bah oui, c'est ça, ils ont trop d'affaires. Non, mais en tout cas, je trouve pas que ce soit un des symptômes dans la communauté de CrossFit. Au contraire, c'est vraiment les gens là qui font du hybride sur Insta, qui font du run et un peu d'haltéro et qui font du dumbbell strict press et qui viennent nous tenir des discours. Ou certains formateurs BPGEPS, voilà, qui sont polyathlètes. Voilà, c'est un vrai truc. Il y a polyarticulaire et raconte l'anecdote, on s'en fout. L'anecdote en plus c'est bien, ça m'a fait rire hier. Non mais écoute, on a quelqu'un qui est en stage chez nous, bien évidemment, comme toutes les salles, on forme des stagiaires tous les ans. Si l'intervenant il se reconnaît, il vient. Et à chaque fois, quand il a des interventions qu'il trouve pertinentes ou pas, il m'en parle, on échange un peu là-dessus. Et hier, il m'a dit qu'en gros, il a discuté de dopage. D'ailleurs, je suis désolé, on y revient encore au dopage avec un formateur. C'est Doping Channel. Alors, c'est lui apparemment qui a abordé le sujet. En gros, il a parlé de tout ce qui était de dopage chimique, mais aussi et surtout de dopage technique. Alors, son point de vue à cette personne, c'est que un vrai max, c'est un max qui est fait à poil. Donc, par exemple, quand vous faites pas de chaussures altéro, pas de genouillère, pas de ceinture, et qu'en gros, c'est ça les vrais max, quoi. Parce que si on ne met pas ça, non mais surtout qu'il dit que le fait d'avoir des chaussures d'altéro, pour lui, c'est du dopage technique. Voilà. Dopage mécanique, c'est ça. Ouais. Oui, ou dopage technique ou dopage mécanique, voilà. Oui, des maniques en gym, c'est du dopage. Et que les maniques, par exemple, on devrait être capable de faire tous les mouvements de gym sans manique. Alors en CrossFit, ça marche. Par contre, je vous le dis, en gymnastique artistique, c'est impossible. Mais du coup, quand tu nous as dit ça hier, moi je t'ai répondu que du coup le perchiste,
C'est un dopé parce qu'en fait, sans sa perche, il saute moins haut. Et Louis, il a dit, c'était quoi là, l'exemple avec les bagnoles? J'avoue, les lanceurs de javelot, faut qu'ils lancent des bouts de bois qu'ils trouvent dans la forêt. Sinon... Et donc, du coup, voilà. Après, je lui ai dit, mais c'est qui ce mec-là? Il m'a montré son profil, il est marqué polyathlète. J'ai dit, bah, t'aurais dû me dire ça dès le début. Ça aurait été réglé, la question elle est réglée. Non, mais après, c'est aussi un truc. Si t'es pas très bon dans ta discipline, tu vas chercher à dévaloriser les performances des autres pour essayer de valoriser les tiennes. Comme typiquement, les mecs qui n'ont pas un gros squat, tu vois, ils ont un max, enfin pas un gros squat, désolé, ceux qui n'ont pas un squat comme ça, mais ils n'ont pas un squat qui est de niveau international, ils ont un squat à 190-200 kg. Tu fais du squat shaming. Plutôt que de poster leur max en squat, ils vont poster des trucs en disant aujourd'hui j'ai fait une rep, pose 30 secondes en bas à 130 kg en squat. Et que des trucs comme ça en permanence. Et en mettant en avant le truc. Sauf qu'il y en a qui le mettent en avant d'un point de vue divertissement, et eux, c'est en mode performance. Et en fait, je suis champion du monde de lancer de flip. C'est comme Rodon qui expliquait à un moment, quand sur l'entraînement, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui dit oui, non, mais moi, là, c'est mon max, mais j'ai mal au genou, etc. Et il dit, ouais, mais j'ai bossé 2 heures hier. Il n'y a pas de championnat du monde de mecs qui ont mal au genou droit, il n'y a pas de championnat du monde de mecs qui ont fait que 2 heures de sommeil. Et en fait, c'est comme tu dis, les mecs qui mettent des performances et qui les mettent en avant en disant oui, alors moi, c'est sans genouillère, sans ceinture, sans chaussures, c'est pieds nus et puis les yeux bandés. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est pas méchant, mais en fait, on s'en bat les couilles parce que sur le papier, en respectant les règles évidemment du sport, en fait, celui qui a le plus gros squat, c'est celui qui a mis le plus lourd. C'est pas, on va pas dire ah non, mais en fait, attends. Oui, non, mais après, on n'est pas con non plus. Un mec qui fait 200 sans genouillère, sans ceinture, il est plus fort qu'un mec qui fait 200 avec genouillère, avec ceinture. Avec un équipement, mais. Non, il y a pas de compète, tu vois, genre de genouillère. Non, mais faut pas dévaloriser. Faut pas dévaloriser la performance de quelqu'un qui met des chaussures d'haltéro ou qui met des maniques. Je suis d'accord, mais c'est juste que, en fait, si c'est ton axe de différenciation de dire que t'es tout nu quand tu fais ta perf. Genre c'est triste, tu vois. Non mais encore une fois, pour moi la problématique, c'est ce que j'ai évoqué au début, c'est le signalement de vertu. Moi je trouve ça super cool les gens qui font des entraînements variés, qui se rendent bien compte qu'en étant spécialistes ils performeront pas, mais qui ont quand même envie de se changer et qui créent une espèce de format où en gros ils font de la course encore une fois et puis de la gym suspendue et puis après de l'haltéro, c'est du crossfit en gros, mais pas, ou alors ils choisissent leur mouvement. Moi je trouve ça cool. Moi ce qui m'ennuie c'est vraiment le côté, en gros moi je suis supérieur en termes d'aptitude physique à toi parce que je suis polyvalent. En gros, ça me donne raison. Il se donne raison d'un point de vue du choix par rapport à la nature. C'est ça qui m'ennuie, moi, c'est ce côté-là. Oui, mais c'est un peu si comme. Si ça restait pour eux. Alors, c'est un petit peu ce que tu vois aussi sur certains profils de strongman. Où là, je prends un exemple, là, Tango. Donc, ceux qui connaissent, en général, c'est plus pour les beaufs. C'est plus pour ses punchlines et ses coups de langue dans son camion quand il taille les gens. Mais pour le coup, tu vois, lui, il fait du strong. Je pense qu'il a rien demandé à personne, il s'en tape. Il cherche pas de la reconnaissance ou quoi, il fait son sport. Et t'as plein de mecs qui commentent en disant ouais, bah alors super, tu fais 140 en strict press, mais par contre, tu peux pas courir 10 bornes en moins d'1 heure. Mais en fait, il en a rien à foutre. Lui, quand il veut faire 10 bornes, il prend son camion, tu vois. Donc, encore une fois. Il est dépanneur, lui, non? C'est ça? Non, il est routier. Non, il est dépanneur, je crois. Ah ouais? Ouais, il est dépanneur. J'ai fait un podcast, il est dépanneur. T'imagines, quand il arrive et qu'il garde le truc, il se dit, ouais, il va le faire à la main, en fait. Tu sais que pour le coup, en plus, Tango, je pense qu'on pourrait l'avoir si on a qui veulent. Je sais pas de quoi on parlerait, mais je pense que ce serait juste drôle d'avoir des. J'aimerais bien l'avoir, moi. Mais par contre, le setup serait pas assez grand. Bah là, faudrait prendre un grand angle. Faudrait prendre un grand angle. Il est pas très grand, mais il est très large. Voilà, j'ai fini de rager. J'ai fini de rager sur les polyamoureux. Alors, je vais vous lire les questions qu'on a relevées. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup sur l'haltéro. Ouais, il y en a beaucoup sur l'haltéro. Ça va être un quiz pour Louis. Donc, de rapidité. Allez voir notre dernier blind test. Alors, Institute. Allez. Donc la part, selon vous, de l'haltérophilie dans la préparation physique des lutteurs dans les pays de l'Est et plus généralement, quelle prépa physique pour les sports de combat et de préhension? Les pays de l'Est, je vais parler de la Géorgie parce que c'est le seul où j'ai vu de la préparation physique de lutteurs. C'est lutteur ou sport de combat? Lutteur, mais je pense que tu peux dire. Introduit avec la lutte. Je pense qu'on peut parler des sports de combat en règle générale, ce sera déjà bien. J'en ai vu un petit peu et j'en verrai sans doute quand j'irai en Bulgarie la fin août. Mais en Géorgie, ils font pas énormément d'haltéro. On peut parler aussi de Benoît Saint-Denis. Avec Fabien Berenguel qu'on connaît. Justement, je voulais parler de ça, moi. On va avoir l'occasion d'en parler en détail, je pense, d'ici quelques semaines, quelques mois. Septembre-octobre. Voilà, parce qu'on va avoir la chance, on l'annonce un peu, mais
Normalement, Benoît Saint-Denis nous fait l'honneur de venir en podcast avec nous. Et il sera certainement accompagné en plus de son coach préparateur, Fabien, avec qui on a déjà fait un podcast et qui était en DE chez nous. Ouais, qui a été en DE Altero. Peut-être qu'on fera le podcast. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs, ce podcast. Peut-être on refera un podcast avec lui. D'ailleurs, ça peut être cool, peut-être si on a le temps de faire les deux. Et donc là, pour le coup, on va vraiment pouvoir rentrer dans le détail là-dessus. Mais de ce que j'ai pu voir, ils utilisent un petit peu les mouvements d'haltérophilie. Ils en font un petit peu, mais ils font des mouvements qui sont simplifiés. Donc typiquement de l'épaulé debout. Ouais, beaucoup de semi-techniques aussi. Pas chercher de l'épaulé flexion, ils vont éviter d'aller chercher des mouvements qui peuvent les blesser parce que manque de mobilité. Donc typiquement un front track qui est pas top. Ils vont pas forcément chercher de l'épaulé flexion. Tu verras pas du snatch. Il n'y aura pas d'arraché flexion non plus. Les arrachés, ce sera soit du fort, soit du debout. Et sur tout ce qui est jeté, ce sera du travail. En fait, ils vont pas mettre d'accent spécialement sur la technique. Ils vont essayer simplement d'utiliser les exercices à des fins de développement de qualité physique. Et moi, typiquement, dans ces cas-là, je considère que pour la plupart des athlètes, on peut quasiment aussi bien s'en sortir en utilisant des mouvements de préparation physique, de saut lesté et ainsi de suite, du Anderson squat en dynamique ou autre, qu'en utilisant l'haltéro. Donc, si vous avez un athlète qui a des grosses qualités de coordination et de souplesse, c'est bien de mettre en place l'haltéro. Après, il va falloir faire un choix. C'est le temps d'apprentissage des mouvements d'haltéro qui est très long. Est-ce que ça vaut le coup au niveau de la différence que ça peut apporter par rapport à... Ce qui est intéressant là, en ce moment, on a 3 athlètes qui préparent les JO en BMX chez nous. Alors ils sont là parce qu'ils ont pris le temps de venir ici. Il y a 2 Belges, je crois, et un Italien. Donc, ils étaient aussi, je crois qu'ils connaissent aussi Eddie Clerté, avec qui on avait fait un podcast, qui est aussi un BMX racer. Et c'est rigolo parce que je regarde un peu ce qu'ils font. Et c'est vrai que autant Eddie faisait beaucoup d'haltéro, beaucoup de power clean. Beaucoup de travail des blocs, etc. Mais il avait, encore une fois, il avait un très bon mouvement. Alors qu'eux, ils vont plutôt faire, comme tu as dit, du Anderson squat, de la trap bar, des sauts avec la trap bar. Ils vont faire 12 000 variantes avec la trap bar. Mais je me rendais pas compte, mais je pensais que, tu vois, pour moi, je pensais que les bénéfices étaient plus élevés sur l'haltéro. Pour le coup, pour toi, c'est la même chose. C'est juste que l'haltéro, il y a un travail technique à faire au préalable. Tu as des gains de mobilité et en coordination. Tu as l'absorption de force haute qui est supérieure sur les mouvements d'haltéro que sur les autres mouvements de préparation physique. Mais est-ce que cette supériorité justifie un temps d'apprentissage hyper long, encore une fois? Mais après, ils font un petit peu d'épaulé debout quand même. Ils font de l'épaulé debout des plots, qui est quand même le mouvement qui est réputé comme ayant le plus de transfert de l'haltéro vers la prépa physique. Ils n'en font pas autant que Eddy. Ils n'en font pas aussi bien non plus. Mais c'est des mecs qui utilisent un peu l'haltéro quand même. Okay. Bon, en tout cas, voilà, on restait connectés. On aura normalement un podcast avec Benoît Saint-Denis et on va pouvoir parler de tout ça en détail. On a prévu de parler de... Moi, en tout cas, la prépa physique, j'ai beaucoup de questions pour le coup. Et quand je reviendrai de Bulgarie, je verrai si j'ai des lutteurs, des judokas, des boxeurs ou quoi que ce soit. S'ils utilisent l'haltéro, j'en parlerai aussi. Ok. Alors, deuxième question. Je les lis comme elles ont été écrites. Que pensez-vous des capacités de récupération des athlètes qui font et performent sur des compétitions qui s'enchaînent quasi tous les week-ends en saison on? Donc là, on peut parler des games, quoi. Un petit peu. Ouais, alors je pense qu'il parle plutôt des sports type basket, rugby, foot, où là, pour le coup, t'enchaînes, quoi. Ouais. T'as une grosse saison avec beaucoup de matchs. Ah, tu penses que c'est ça? Moi, plus comme marin, je voyais plus une compétition style CrossFit où t'as 8 WOD en 2 jours ou 3 jours. Ah oui, d'accord. Ou alors qui enchaînent tous les week-ends une compétition de CrossFit. Ça marche aussi. Bah déjà, quand on demande qu'est-ce qu'on en pense, c'est quel niveau, c'est ce qu'il faut reparler du dopage. Non, je sais pas, on pense quoi. Moi, je trouve que c'est très très fort. Pour avoir parlé un jour de ça avec ceux qui connaissent Célia Gabiani, j'avais demandé un petit peu parce que quand elle avait quand même un niveau en compétition qui était quand même un petit peu au-dessus de celui qu'elle a aujourd'hui, sans dire du tout qu'elle est washed up, pour reprendre des termes, mais je lui avais posé la question si elle faisait le dernier WOD du dernier jour des Games en étant entre guillemets le plus fraîche possible nerveusement et physiquement, si elle avait la possibilité de faire un score qui fasse partie du top 10 ou top 15. Elle m'avait dit impossible, même sur un WOD sur lequel entre guillemets elle avait des facilités. Et j'avais trouvé ça entre guillemets un petit peu surprenant comme réponse. Pas lié à son niveau, mais plus lié à la capacité de récupération des athlètes aux Games. C'est de me dire que les mecs, surtout qu'à l'époque, je crois que c'était 5 jours. C'est 5 jours, je crois que c'était 3-4 WOD par jour. Et de me dire que quelqu'un qui n'a rien fait, qui est hyper frais physiquement, qui n'a pas, entre guillemets, tous les restes des derniers jours de compétition,
et pas capable de faire un score dans le top 15 quoi. Bah pour moi, le crossfit, comme le cyclisme, c'est des sports où en gros ta capacité à récupérer, elle va grandement déterminer ta performance globale. Et donc forcément, c'est pour ça aussi qu'encore une fois, ça encourage un peu plus le dopage. Mais maintenant, je pense aussi que tu construis cette capacité de récupération à travers ce sport. Oui, non, je pense vraiment mais que elle en fait. Non, mais elle c'est son sport à part entière, tu vois. Oui, après, tu as aussi des qualités intrinsèques de récupération. Moi, j'en avais parlé, je crois, dans un podcast, mais 2 athlètes de niveau équivalent, j'ai déjà eu quasiment du simple au double, le tonnage en différence oui, sur la semaine. sur les mêmes prog. Avec le volume maximum récupérable Oui. de chacun des 2 athlètes était quasiment du simple au double, alors qu'ils avaient quasiment les mêmes performances. Ils pouvaient encaisser 10 fois plus. J'ai des athlètes, je leur mets 3x3 à 85% en squat. Ils font ça le lundi, jusqu'au samedi, ils vont faire que des contre-perfs parce qu'ils seront en vrac. Mais est-ce que tu Et penses... à l'inverse, ils vont faire ça le lundi, le lendemain, ils peuvent faire un max en squat. Ouais, mais est-ce que Le surlendemain, penses-tu que si tu prends le top 3 français, il y en a un qui puisse faire un score dans le top 15 mondial aux Games si on prend le dernier WOD du dernier jour? bah, ça s'il est dépend frais, du WOD oui, aussi. ça Du dépend. WOD. Il y a beaucoup de paramètres, le- il y a trop de paramètres à prendre en compte. Les- Qui est qualifié, contre qui il est, quel type de WOD. Enfin, c'est un Comme peu dit dur. Robin, le crossfit, ça développe ta capacité de récupération. C'est pour ça que j'aime bien aussi quand mes haltéros en hors saison, ils font des WOD ou des trucs comme ça, simplement parce qu'après, sur la saison, ils Il récupèrent récupère mieux sur les entre les séances. séries, entre les exos, entre les séances et entre les semaines. Donc ils augmentent leur capacité de récupération. Après, en compète, normalement, si la programmation est bien construite, tu peux aussi récupérer parce que tu vas pas Oui, faire parce que c'est 5 pas- WOD de suite où tu te détruis les jambes. Et pas C'est 5 cyclé WOD de de suite manière où tu es sur la intelligente. même filière énergétique. Donc ça peut aider un petit peu. Et après, effectivement, il y en a qui arrivent à le faire parce qu'ils sont chargés. Pas tous, mais il y en a grâce au dopage qui peuvent récupérer beaucoup plus. Comme on est sur la récupération, il y avait une question liée à ça aussi également. Donc c'est notre avis sur l'efficacité des outils de récupération musculaire. La personne voudrait qu'on fasse un sujet entier là-dessus, mais rouleau, pistolet, compression. Voilà notre avis là-dessus. Ouais, je vous laisse parler en premier. Je sais pas, moi, en gros, c'est négligeable plus. Voilà. Pour moi, chacun des trucs. D'accord. T'as tellement, je pense, 98% de ta récup qui va être liée à la qualité de ton sommeil et ton alimentation et ton niveau de stress dans la journée avec ton cortisol, que t'as plus, on va dire, d'avantages à te concentrer là-dessus que sur ton pistolet de massage à 300 balles ou la lumière rouge ou ta cryo. 100%, tu vois quelqu'un comme Messo Assona, qui est champion olympique en haltérophilie. Il est connu, c'est un Égyptien qui tire pour le Qatar. Lui, il n'utilise pas tous ces trucs-là. Il peut faire du sauna ou des trucs, mais sinon, il va s'entraîner. Il rentre chez lui. Je sais pas s'il le faisait encore, mais il y a quelques années, il le faisait. Il rentrait chez lui, il se mettait dans son canapé. Sa famille faisait ses trucs de son côté, il mangeait. Lui amenait sa nourriture dans le canapé ou dans le lit, mangeait dans le lit, il bougeait pas de la journée. Sa journée, c'était s'entraîner. Et tout le reste de la journée, sur les 20 heures en dehors de transport pour aller s'entraîner ou autre, c'était manger, dormir et essayer de bouger le moins possible. C'est-à-dire que son père, il l'empêchait d'aller au cinéma le soir. Parce qu'aller au cinéma, ça allait les fatiguer, ça allait contrer un peu la routine et ça allait créer des stress, voir trop de monde. Le mec a été créé pour soulever des barres pour C'était barre. un peu ça. C'est comme Fraser qui a, j'ai déjà entendu dans un podcast, qu'apparemment il refusait d'aller faire des promenades avec sa compagne pendant la saison, quoi. Parce que surtout à ce niveau-là, il voulait rien laisser au hasard, quoi. On comprend pourquoi il a gagné 5 fois, quoi. Donc même une balade de 20 minutes dans la forêt, c'est no way, je récupère. Non mais ça je peux comprendre parce que moi je me rappelle sur la veille de max ou quoi le week-end quand j'avais un max pour squat le lundi, si on me proposait d'aller faire un tour en vélo le dimanche, ça je disais non parce que je savais que pour le coup le lendemain ça te casse tes jambes surtout si t'en fais jamais quoi. Ouais mais encore une fois, et ça ce sera pas contrebalancé par le maître du Normatec pour faire de la pressothérapie sur les jambes ou alors du pistolet de massage ou du rouleau. Le Bah, de toute rouleau façon, à l'échauffement pour rentrer dans sa séance. Pour échauffer un peu la zone, la vasculariser en l'écrasant un peu, oui. Ceux qui veulent acheter des pistolets de massage à 300 balles, gardez les 300 € et Achetez-nous des progs. Achetez des progs et arrêtez d'acheter du poulet Eco Plus aussi. Je pense qu'il y a des trucs comme ça qui sont pas mal. Mais au final, c'est dans plein de sujets comme ça. On parlait des finances la dernière fois. Pour devenir riche, pas vite, mais en tout cas de manière à peu près certaine, il faut dépenser moins que ce qu'on gagne, il faut placer sur un index financier, il faut acheter une maison, enfin bref, c'est des choses assez simples, mais en fait les gens sont toujours, et on est tous victimes de ça, on veut toujours un peu la solution gadget, le truc qui est pas connu. La clé, alors que pour la récupération c'est pareil, quoi. C'est d'abord le sommeil, après la nourriture, et le bain froid, le sauna, ça vient, je sais même pas quel gain ça a, quoi. On peut pas mettre ça en pourcentage, mais c'est que dalle, quoi. J'ai vu des écoles où en haltéro, ils recommandaient pour des athlètes qui s'entraînaient en bi-quotidien minimum 10 heures de sommeil par nuit, plus une sieste.
C'est ce qu'il faisait Fraser. Minimum. Il dormait pas moins de 10 heures. Et il y a des gens qui disent moi j'ai un bon rythme de vie, je dors 8 heures, mais en fait ils se rendent pas compte que quand tu fais du crossfit 16 heures par semaine, 8 heures de sommeil par nuit, pour certaines personnes c'est pas suffisant. Si je dors 10 heures, Moi, j'y arrive pas à dormir plus de 10 heures, moi j'aimerais bien. Ok, Si je mets pas de réveil, je dors 10 heures, sans problème. t'as bien de la chance. Alors, sujet d'haltéro, Louis. Il a vraiment répondu comme un journaliste. Vous avez bien de la chance, monsieur. Voilà, on a bien de la chance. Vous avez bien de la chance. Sans transition. Sans transition. Alors, pour vous, l'achat, est-ce qu'il va faire 500 au total? Non, il fera pas 500. Il fera pas 500, Il fera pourquoi? pas 500 parce qu'il aura pas besoin de 500 pour gagner. Donc l'objectif quand même c'est de ramener une médaille olympique pour son pays. La Géorgie, à part lui de judo et haltéro, je suis pas sûr qu'il puisse faire beaucoup de médailles. Dernière compète de sa carrière, donc il n'a pas risqué la bulle non plus en commençant en lourd. Et il est moins fort que quand il a fait 487 maintenant. Quel bail déjà. On le sait parce qu'on a des amis qui sont en Géorgie en ce moment. Il a raté 220 à l'arraché la semaine dernière à l'entraînement, ce qui est T'as pas des mal. petits oiseaux, Louis. J'ai des petits oiseaux parce que C'est Lord Varys de l'haltéro. qui tente 220 à l'entraînement, c'est il a quand même la force qui est revenue. Il a doublé 270 en front squat, ce qui est pas mal aussi parce que son max est à 2,85. Mais Gros, les charges, gros, ça fait phaser. Mais non, il fera pas à 500 parce que de toute façon, Varazdat Lalayan, qui va sans doute faire deuxième, grand max, s'il est au top de sa forme, il va faire 2,17, 2,55. Et avec 2,17, 2,55, l'achat va pas monter sur des 2,25, 2,75 ou 2,30, 2,70 pour aller chercher au-dessus. Et de toute façon, désolé, mais il arrête après les Jeux. Donc s'il le fait pas là. J'avais discuté avec Laurent de CrossFit Bielbienne en Suisse et qui lui aussi avait séjourné un peu en Géorgie et qui du coup avait passé un peu de temps avec l'achat. Il m'avait dit que ça l'avait impressionné à quel point il était bousillé. Vraiment. Apparemment, il est vraiment en morceaux. Quoi. Ah bah, il fait une barre. Il fait une barre comme ça. Ah ouais, d'accord. Pendant 30 secondes. Il Ah ouais. des barres légères. Mais les genoux, ça va un peu mieux. Il a réussi à faire des séances qui n'étaient pas lourdes. Il faisait un arraché force, un overhead squat à 145 sans les bancs de genoux. Ça, c'est rare aussi qu'ils les mettent pas. Après, en même temps, il prend des autobus toutes les semaines. Quoi. Et puis lui, c'est tout pour le sport. C'est surtout entre 170 et 185 kg de poids de corps. Je me faisais la réflexion la dernière fois, en fait, le Heavy Friday à la stade, c'est un peu comme si, tu vois, tous les vendredis, les mecs ont rendez-vous à la gare et faut essayer de monter dans le train. Et tu cours sur le quai comme ça et tu essaies de sauter à l'intérieur. Et si tu sautes mal, tu te le prends en pleine tronche. gueule. Et il y en a qui prennent vraiment le train de face. En parlant de récup, s'il suffit qu'après le vendredi soir ou le samedi, tu prennes une cartouche. Genre tu peux mettre ton pistolet de massage le dimanche et le lundi autant que tu veux, gros, tu seras une merde. Typiquement, les Géorgiens, ils se font masser, mais les massages, la plupart des massages, c'est des massages avant la séance. Donc pareil, c'est pour vasculariser, pour préparer le corps à la séance. Ils font quelques massages de récup, de la thérapie manuelle, où on les entend gueuler parce que c'est des massages où on vient... Marin et moi, on en a fait il n'y a pas longtemps, c'est pas hyper agréable. Très gros. Ça fait mal. Mais sinon, le gros truc qu'ils font, c'est les bains. Ils font des contrast baths où ils font... Des bains à 65 degrés et après des bains à 5 degrés, ils alternent les deux. Ils se font ça le samedi, comme ça le dimanche ils récupèrent des bains. Parce que ça t'encule le nerveux, ça. Parce que ça les a fumés et le lundi ils se réentraînent. Peut être bien. Ok, alors un sujet, pour le coup, c'est pas que j'ai pas vraiment d'avis, c'est que c'est un sujet que je maîtrise pas. C'est notre avis sur la neurologie fonctionnelle. Révolution, gain marginal ou bullshit. C'est bien qu'il ait demandé révolution non, bullshit non, gain marginal oui. La neuro, tu sais, t'en as vu beaucoup. Hugo, il faisait ça des fois, tu sais, avec son doigt comme ça. Simuler. Avec sa merde. Allez, en fait, la neuro. Tu vois, vous voyez, niveau neuro, ça va pas marre. Non, mais quand il fait ça, il y a son doux qui se lève. En fait, pour essayer de vulgariser à fond, tu vas simuler. Pour moi, tu systèmes certains nerfs. Pour moi, tu stimules le système nerveux, quoi. Le système nerveux, parce que tu as des liens, par exemple, sur les nerfs oculaires au niveau de tes yeux, tu vas avoir des liens avec la contraction de tes trapèzes, je dis n'importe quoi, ou autre, ou typiquement ta chaîne postérieure. Donc tu vas faire du travail sur tes yeux, et après tu vas tester ta mobilité chaîne post, ça permet un relâchement, parce que nerveusement, d'accord, parce que moi, du coup, j'ai demandé à notre ami ChatGPT comment ça se mettait en place. Et lui, il m'a parlé de proprioception. Ça, exercice de coordination d'équilibre. Ça, pour le coup, oui, d'accord, ok. Entraînement neuromusculaire, exercice de pliométrie et entraînement résistance, ok, ça je connais. Donc je me dis, ça, oui, ok, d'accord, validé. Récupération et réhabilitation, donc ça, pour le coup, technique de rééducation neurologique.
Donc ça doit être un peu ce que font certains, je sais Ouais, pas, c'est praticiens. ce que j'ai fait, ça. Voilà. Donc, j'ai pensé à ça. Donc Ouais. c'est exercice spécifique pour réentraîner les fonctions nerveuses après blessure. Ouais, mais ça, pour le coup, tu vois, je suis pas. Alors, j'explique un peu, je mets le contexte. Ouais, vas-y. J'avais eu un syndrome fémoro-patellaire genou gauche dû à un déséquilibre ischio-quadri. Pour aller même dans le truc total, c'était dû à l'arrachement du biceps que j'avais eu. J'avais continué à m'entraîner en faisant que de la safety bar, donc du coup pas possible de faire de chaîne post, donc trop de quadri et pas assez d'ischio, donc du coup déséquilibre et par conséquent syndrome fémoro-patellaire. Et le cerveau, entre guillemets, comme j'avais à chaque fois des grosses douleurs au genou quand je contractais, de manière un petit peu antalgique, ça a déconnecté un petit peu le chemin neuromoteur, et ce qui faisait que j'avais le quadri gauche qui se contractait quasiment plus. Je crois que c'était sur des exercices type chaîne fermée. C'est-à-dire que si j'étais sur un extension, j'arrivais à contracter le quadri, mais vraiment sur un squat, de pied au sol, je contractais quasiment que à droite et pas à gauche. Et j'ai fait donc ce qu'on appelle de la reprogrammation neuromusculaire. Donc en gros, tu as un casque avec des fréquences sonores, t'es droite-gauche, et tu as le Toubib à côté qui te répète des trucs. Il faut que tu visualises en gros ta jambe saine comme si c'était ta jambe gauche, etc. Et ça pour moi, c'est ni plus ni moins en fait de l'hypnose. C'est exactement ce qu'on fait aussi pour les gens qui ont des amputations avec c'est le problème du membre fantôme. Quand les mecs ils ont des douleurs, etc. Où on leur met le miroir et ça leur permet de bouger tu vois, le membre comme s'ils bougeaient le membre gauche aussi. Et pour moi, ça, je sais pas s'il y a un lien avec vraiment du nerveux ou autre, mais pour moi, c'est vraiment de l'hypnose. C'est moi quand j'ai fait le truc juste après, j'arrivais à recontracter mon quadri parce que le mec, il m'a mis dans le crâne, etc. Que en Et par gros, contre, je pouvais le la refaire. problématique, elle est revenue après. Non, c'est que non. Après, c'est juste que j'ai remis 2,30 au squat et que j'ai été trop vite et que Ça je me suis s'appelle fait mal. Ça s'appelle l'oculomotricité, ce dont tu parlais avec les yeux. Donc je le T'en vois as- dans ouais, les mais méthodes. Après, t'en as beaucoup. Moi, ce que je reproche aux mecs qui font de la neuro, c'est qu'ils pourraient le vulgariser et rendre le truc plus accessible, mais que vu que c'est un truc qui est un peu neuf, pour l'instant, ce qu'ils essayent de faire au maximum, C'est le complexifier c'est à fond. essayer de le complexifier. Et t'as les mecs font les savants un petit peu sur Instagram, et justement, leurs trucs en deviennent illisibles. Parce qu'ils essayent tellement de rendre le truc compliqué que leurs phrases ne veulent plus rien dire. Et en fait, ils disent, au lieu d'essayer d'expliquer les trucs, ils le complexifient, et après ils disent, si jamais tu veux en savoir plus, contacte-moi directement, pour que je te fasse une prog neuro, ou alors va lire ma formation, plutôt que d'essayer de le vulgariser dans un premier lieu. Et en fait, leur discipline, ceux qui vont faire en sorte que la neuro va se démocratiser, soit plus utilisée et à sa juste valeur, parce que même si, encore une fois, je pense pas que tu vas faire squatter 2,80 un mec en lui faisant faire de la neuro, en lui faisant faire du réflexe oculaire ou des trucs sur le Les vestibulaire. dataris feront l'affaire. Voilà, c'est pas Qui-Gon Wattu qui cherche un hyperdrive T14, mais Il est content, il l'a placé. avec le l'écart. Mais c'est quelqu'un qui va arriver justement et qui va réussir à vulgariser à fond la neuro en expliquant, mais en fait c'est pas compliqué la neuro, ça se passe comme ça, vous mettez en place tel truc et puis c'est réglé. Mais si on veut l'expliquer après de manière hyper basique, toi tu l'as aussi déjà en haltéro, c'est que rien qu'avec le. Non, mais moi j'en ai fait un petit peu avec mon podologue posturologue. Non mais, Les appuis, de manière, on fait de la neuro, de manière basique, quand tu dis à la personne de regarder devant soi en haltéro sur le tirage, etc., c'est aussi un lien avec l'oculaire. On y avait aussi comme exemple Oui, non, mais avec. aujourd'hui, ce qu'ils font en euro, ils essaient quand même d'aller un peu plus Oui, loin. mais par exemple, t'as l'exemple aussi avec les chaînes croisées. Tu sais, sur le soulevé de terre, on avait vu ça. C'est que par exemple, les gens qui font des switches au soulevé de terre, c'est en gros le mec est en tradi, et quand il commence à soulever quasiment sur max, il fait un switch comme ça légèrement vers la droite. C'est-à-dire qu'en gros, il prend appui sur son côté fort, donc à droite, et le problème, c'est que ça le met en déséquilibre, mais qu'il n'arrive pas à monter sa barre. Et en gros, c'est prouvé que si tu lui fais tourner la tête à gauche, en montant quand même bien le menton comme ça va venir stimuler son côté gauche, et qu'à la place de venir switcher sur la droite, il va continuer à appuyer sur sa jambe gauche et réussir à faire sa barre. Okay. Donc si le problème réellement c'était ça, tu as des mecs qui arrivent à faire plus 5, plus 10 sur une barre. Ok. Après, pareil, les tests-retestes sur la neuro, typiquement les mecs ils vont te faire un test, comment ça s'appelle quand tu viens juste, tu es en position debout, tu viens toucher le sol. C'est un hinge quoi. Ouais, un hinge, mais en gros tu viens de pencher en avant, tu fais un étirement sur la chaîne poste, tu fais un test, on te fait faire 2-3 exos de neuro et après tu retestes, tu as gagné 5 ou 10 cm d'amplitude, sauf que ces gains ne sont pas durables. Donc c'est impressionnant pour en montrant
le truc en euros à des personnes, devant t'as 15 personnes dans une salle, t'essayes de leur montrer, c'est impressionnant. Mais par contre, est-ce que ça va augmenter la performance de la personne? Non, mais après, ça fait un peu comme le contrat que t'es relâché. Tu travailles sur les pieds parce que t'as du neuro. Après, ça marche le contrat que t'es relâché, hein, pour le coup. Mais... Tu fais du travail sur les pieds et tu te rends compte qu'en simulant des réflexes neuro sur les pieds, tu vas avoir des réactions musculaires un peu partout sur le corps, du relâchement, de la contraction. Donc il y a quand même une part de réalité, mais en fait, quand les mecs essayent de te le vendre comme des gourous, comme étant le truc qui va permettre de révolutionner l'entraînement, je suis pas. C'est surtout que, en fait, c'est encore une fois ça, c'est un truc qu'on a abordé plusieurs fois, c'est que le temps passé à faire ça, je pense que ce sera plus rentable d'allouer ce temps-là à faire des exercices de base, à se buter différemment, que d'être un quart d'heure avant ta séance de squat et de faire ça, quoi, tu vois, comme ça, pour te stimuler le truc, quoi, tu vois. Et je me permets un petit conseil. Je pense qu'une activation musculaire, excuse-moi de t'interrompre, mais une activation musculaire et faire des exercices d'activation seront plus rentables que de faire ton truc avec ton doigt pendant un quart d'heure avant ton squat, tu vois. Je me permets un petit conseil business. Permets-toi. Je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans le coaching ou qui ont peut-être tout simplement un travail qui n'a rien à voir avec le sport, mais où ils sont indépendants. Vous avez deux manières, pour moi en tout cas, qu'on a présentées dans la vidéo, de vous faire bien voir auprès de vos futurs ou potentiels clients. C'est vous faire passer pour un expert ou leur simplifier la vie. Voilà. Moi, je pense que leur simplifier la vie et leur permettre de résoudre leurs problèmes de manière rapide, ce sera mieux que de vous créer une posture ou d'avoir un statut d'expert calé si au final derrière il n'y a pas de résultat. Voilà. Donc, surtout moi, je vous encourage à simplifier dans la mesure où c'est faisable, parce qu'il y a des sujets qui sont complexes. Il y a des sujets, je sais pas, c'est comme si quelqu'un vous dit comment on fait pour apprendre le snatch. Bon, bah, en fait, ça, je peux pas répondre en une phrase. Mais en fait, la complexité, c'est séducteur dans le sens où quand tu achètes, tu te dis que ça a de la valeur ce que tu achètes. Tu te dis, j'ai acheté un truc, c'est hyper complexe, etc. Mais je pense que ce qui séduit le plus sur le long terme, c'est la simplicité. Tu le regardes, après, si on prend un parallèle avec tout ce qui est informatique, etc. Rappelle-toi, quand on était gosse, les Motorola, les Blackberry, c'était hyper galère quand tu t'en servais. Et ce qui a marché le plus, c'est l'ergonomie de l'iPhone a tout défoncé. Et tous les gens ils te disent oui, mais attends, mon truc est beaucoup plus puissant. Et regarde, moi j'ai mis mon argent, mais au final, les gens ils mettaient de la thune dans un truc qui était le plus facile d'utilisation possible, quoi. Non, mais je veux bien que la neuro ce soit un sujet qui soit relativement complexe et que tu puisses pas le simplifier, comme tu dis, comme un snatch en une phrase. Mais tu lis des posts Instagram de mecs dans la neuro, tu as l'impression que c'est camoulox. Ouais. Ils ont vraiment essayé de mettre en place, de juxtaposer des mots qui sont un peu compliqués, qui ont un lien avec la neuro. Alors qu'en fait, tu leur dis, est-ce que tu peux l'expliquer en deux phrases? En deux phrases, leur post qui fait 40 lignes, il aurait été plus compréhensible, quoi. On est bon pour la neuro? On peut passer... Ouais. Alors, je vais juste regarder qui sont le cas où. T'inquiète. Vas-y, comme ça, tu prépares l'autre question. C'était Pauline Ça doit être Apolline, non? J'ai entendu sa voix. Ouais. C'est bien les questions comme ça nous amène sur des sujets. Vas-y, question suivante. Question suivante, j'entends que tu te rassois. Vas-y. Alors, on nous a demandé d'aborder un sujet, de parler des blessures, de la rééducation et aussi sur le côté psycho de la chose. Alors, moi j'ai un avis sur le côté psycho de la chose, mais je vous laisse commencer. C'est marin, les blessures. Oui, ouais. Oh, pourquoi marin blessure? T'es chibré aussi, toi? Ouais, moi je m'en fous, je fais pas de dépression. Moi non plus, gros, je fais pas de dépression. C'est vraiment un chien, putain. Vraiment un chien, gros. Quel chien. Ah non, mais moi j'ai mal à la main, je peux pas faire d'arraché comme je veux depuis un an, c'est pas grave, je suis athlète de haut niveau. Bah moi non plus, gros. Bon, si vous voulez, je démarre sur le sujet le temps que vous vous apaisiez un petit peu. Non, mais c'est juste qu'il pense des trucs. C'est que. Non. Moi, je vais pas parler de rééducation parce que j'ai de la chance, je me blesse. Je vais pas dire jamais, mais j'ai pas de blessure qui ressort comme ça dans les 10 dernières années. Par contre, le côté psychologique des choses, j'ai affaire moi aussi à des gens qui sont blessés dans mon quotidien. Et pour moi, en fait, les gens qui se laissent un peu dépasser par la situation, c'est des gens qui mettent toute leur bille sur le sport. Si par exemple, je dis une connerie, on a t'as partagé un truc là-dessus. On a 40 ans ou 45 ans, on fait du sport, on faisait pas de sport avant, on se met au crossfit, on se prend de passion pour ce sport-là, on commence à performer un petit peu. Parce que forcément, quand on part de zéro, pendant 2-3 ans, c'est la folie. Surtout en crossfit, on fait un PR tous les jours. Toutes les semaines, si c'est pas tous les jours. Sauf qu'au bout de 2-3 ans, déjà, il y a les premiers plateaux. Donc là, déjà, ça commence un peu à s'effondrer là-haut pour certains. Et puis après, quand il y a une blessure,
Moi, il y a des gens, je vais pas citer de nom, mais il y a des gens ici qui sont déjà venus m'annoncer que finalement, ils ne devaient pas se faire opérer parce qu'ils avaient un problème au dos. On aurait dit qu'ils avaient m'annoncer qu'ils n'avaient pas eu le cancer. Et moi, je trouve ça. Mais comme tu dis, c'est au-delà de mettre tous les œufs dans le même panier, pour reprendre ton expression, c'est aussi la valeur que les gens, la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le sport. Ah bah oui, c'est la valeur intrinsèque, c'est leur perf à la salle. En gros, le mec n'existe ou la nana n'existe qu'à travers ses performances physiques. Et le problème, c'est que quand ça se pète la gueule ou quand tu as une grosse blessure ou quand tu es obligé d'arrêter en tout cas de performer, d'essayer de performer, t'as l'impression que les gens ils sont terminés, ils ont plus d'estime d'eux-mêmes alors que objectivement la majorité de ces personnes-là en plus ne sont pas athlètes de haut niveau. Donc après c'est pas pour faire de la philosophie, c'est pas pour faire de la philosophie de comptoir et pour moi ça s'applique à tous les domaines de la vie. Moi je sais que par exemple le power camp et mon travail ça a une grosse part et de temps en temps je fais l'effort de me dire attention si demain je sais pas ça ferme ou quoi que ce soit. Faut que je sois prêt à rebondir derrière parce qu'en fait Robin c'est pas que Power Camp, Robin c'est aussi quelqu'un qui est passionné de gym, c'est aussi un pote, un mec qui a des potes, c'est un mec qui est de Lillois, j'en sais rien, tu vois, tous des trucs qui font que ma personne et il y a des gens qui font pareil mais avec leur relation amoureuse, c'est-à-dire qu'ils mettent toute leur estime de eux par rapport à la personne avec qui ils sont et en fait je pense que c'est jamais une bonne solution parce qu'après on n'est pas armé pour faire face à la crise. S'il y a un truc qui crache et que ton estime elle est basée sur un truc, en fait il y a tout qui s'effondre. Et surtout que le sport pour le coup, dans tous les cas c'est pas viable sur le long terme. Les blessures elles augmentent avec l'âge parce qu'on est de plus en plus fragile. Il faut être de plus en plus prudent. Les performances elles ne peuvent que diminuer au bout d'un moment. Enfin, à part si on change de discipline, mais si on reste dans la même discipline, il y a un moment. Voilà, donc c'est voué à mal se terminer pour moi. Donc ça c'est pour l'aspect psycho, j'ai plus rien d'autre. Il faut essayer d'être un peu plus équilibré quoi. Après, comme Marin le disait tout à l'heure, tu as des personnes qui ont peur justement parce qu'ils ont l'impression de passer par cet équilibre, ils vont devenir moins bons dans le sport. Typiquement, les mecs qui vont se dire si je vais aller faire une rando samedi, lundi, ma séance de squat, je serai moins fort. Mais du coup, ils sont dans un cercle vicieux, du coup, ils s'enferment encore plus dans leur pratique sportive. Et donc, vu qu'ils sont de plus en plus enfermés, dès qu'ils font le moindre écart, ils ont l'impression que ça aura un impact qui sera de plus en plus important. Et en plus, ils auront l'impact parce qu'en fait, ils se conditionnent pour se dire qu'entre guillemets, l'écart qu'ils ont fait va provoquer une conséquence sur leur performance. Donc, pour revenir sur la blessure, c'est le psychique qui joue au final. Si tu te blesses, en fait, si ça fait 4 ans que tu t'entraînes, que tu prépares les Jeux Olympiques, que c'est ton métier, tu as des sponsors ou autre, je vais pas te donner de leçons parce que c'est vrai que c'est chiant, ça doit faire très mal. Si par contre, tu es juste coach sportif, tu t'entraînes pour faire des petites compètes locales ou autres, si tu te blesses c'est pas grave. Tant que tu peux exercer ton taf déjà parce qu'il y a blessure et blessure. Moi si demain je me pète le poignet c'est chiant pour mon boulot quoi. C'est plus ça qui va m'emmerder que l'entraînement je peux bricoler autour hein. Oui et après tu peux faire varier aussi les objectifs. C'est que en gros t'as des objectifs de vie à un certain moment ou en tout cas sportif à un moment. S'il s'avère qu'il y a une blessure ou même l'âge qui rentre en compte à un moment qui fait que tu sois obligé de changer un petit peu ou en tout cas de revoir ta copie, il faut aussi l'accepter. Pour le prendre de manière un peu plus large, c'est un petit peu, pour grossir le trait, c'est comme des crossfitters qui vont faire un cycle de force, qui font un max et qui après ils comprennent pas pourquoi quand ils reprennent le crossfit et la polyvalence, ils peuvent pas faire leur max tous les jours comme ils l'ont fait à l'époque du cycle de force. C'est que tu es obligé au bout d'un moment de faire des concessions et tu peux pas être à fond tout le temps quoi. Surtout quand tu vieillis et que tu cherches de la performance, comme le dit Louis, c'est pas tout le temps synonyme quoi. Oui, après tu tournes autour, quoi. Tu te blesses la jambe, tu bosses autre chose, tu te blesses le bras, tu bosses autre chose. Et tu t'enfermes, petit à petit et tout se resserre. Et après tu deviens une merde. On est bon pour cette question-là, on en a une dernière et après c'est terminé. Je l'aime bien celle-là. Qu'est-ce qu'un échauffement ? Un bon échauffement type. La différence entre bien préparer son corps avant un entraînement pour la longévité sportive et un échauffement avant une perf compète. Ça part un peu dans tous les sens. Mais en gros, est-ce qu'il y a un échauffement type ? Et est-ce qu'il y a une différence entre s'échauffer tous les jours à l'entraînement ou s'échauffer pour une compète ? Pour moi, non. En compète, tu t'échauffes comme à l'entraînement parce que longévité et performance, dans ce cas-là, c'est un peu lié. Si tu as mal quelque part, de toute façon, pendant ton entraînement, tu seras moins fort sur des trucs. Tu vas fuir des positions ou autres. Et après, un échauffement type, non, parce que ça dépend de la personne, ça dépend de la période. Si c'est une période où j'ai mal aux épaules,
je vais m'échauffer plus longtemps les épaules. Alors que si c'est une période où j'ai les chevilles qui sont raides, je vais plus m'échauffer les chevilles pendant un moment. Si c'est l'été, je m'échauffe un peu moins que l'hiver parce que l'hiver, tu as besoin de faire monter la température. Si j'ai fait des grosses séances, que je suis dans un cycle où je suis fatigué, donc que je suis tout raide, j'ai besoin de plus d'échauffement que sur une période où je suis le plus bon reposé. échauffement, c'est celui qui est adapté en gros à ton profil et à ce que tu fais sur le moment. En fonction de la séance, je m'échauffe pas pareil. Si j'ai du power clean à faire, je vais pas m'échauffer de la même manière que si j'ai du squat clean et du squat jerk dans la séance, parce que je vais devoir aller chercher les plus grosses amplitudes et ainsi de suite. Appliquer un petit peu aux classes et au coaching. Moi, je sais, et je te vois faire ça, Louis. Il y a un moment en classe, je vais imposer un échauffement parce que j'ai envie de faire découvrir certains exercices aux adhérents. Et puis de leur apprendre à bien le faire, etc. Et par contre, au bout d'un moment, pour moi, c'est un signe d'autonomie en fait. Quand tes adhérents ils arrivent, parce que ça se voit beaucoup en haltéro, ils viennent un peu 20 minutes avant et ils s'échauffent dans leur côté, ils font leurs exos de kiné ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, tu prends en main en fait ta progression beaucoup plus. Ça te permet aussi de voir d'autres choses. Moi, je le vois sur les cycles de squat que je fais. Comme je leur fais tout le temps le même démarrage d'échauffement sur tout ce qui est balistique. Maintenant ils arrivent, ils le font eux-mêmes et puis en plus le temps maintenant que je peux allouer sur on va dire de l'échauffement plus spécifique, c'est quand même une plus-value, tu vois. Et moi en cours, je sais que j'alterne les périodes où j'impose un échauffement et il y a des périodes où j'arrive. En fait aujourd'hui on va faire ça, donc je donne les axes. On va faire par exemple là c'est le cas en ce moment, on fait un cycle de traction, c'est bon, vous me faites un mouvement d'engagement de la chaîne antérieure au niveau du noyau, vous me faites un mouvement de tirage, horizontal ou vertical, je m'en fiche. Et vous me faites un peu la coiffe des rotateurs. Et ils font les variantes qu'ils veulent. Par contre, je leur ai montré plein d'exos différents. Et ça, c'est cool. Comme ça, ils font chacun, comme ils disent, leur préférence, etc. Et s'il y en a qui veulent faire un peu de mobilité en plus parce qu'ils sont raides, ils font. Oui, parce qu'en plus, ça dépend de ton profil, quoi. Il y a le déroulé classique. On commence par l'échauffement cardiovasculaire pendant 5-7 minutes pour faire monter un peu la température et se mettre dans la séance. Une fois qu'on a fait ça, on fait de la mobilisation et de la mobilité. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est très raide et qui a des déséquilibres musculaires parce qu'il est raide sur certains trucs ou autres, on va faire des étirements correctifs. Est-ce qu'il peut se mettre dans les postures que le sport va demander ? Moi, je prends mon exemple, je fais des étirements correctifs parce que ma chaîne antérieure est beaucoup plus mobile que ma chaîne postérieure. Donc je m'étire même sur un peu de passif la chaîne postérieure avant chaque séance. Une fois que j'ai fait les étirements correctifs, je bascule sur du un peu plus dynamique. Donc le dynamique, c'est les échauffements typiques prof de PS que vous voyez habituellement. Vous faites de l'articulaire, articulation par articulation. Et après, on passe sur un échauffement qui est plus spécifique à la séance qu'on va faire et à son sport. Typiquement, si on doit faire de l'arraché, on va faire des développés nu prise arrachée à la barre, des good morning, des squats, des overhead squats. Je reprends un truc avec un extrait de conversation que j'ai eu avec BDR, donc qui est un ami à nous qui est kiné et ostéo. Vous n'avez pas d'utilité à avoir des échauffements variés constamment si c'est des échauffements qui vous correspondent bien ou qui marchent bien pour vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir souvent avoir de la variété, etc. Si vous avez des choses qui marchent très très bien pour vous et qui fonctionnent à chaque fois, il n'y a pas de mal entre guillemets à avoir de la redondance et en utilisant tout le temps les mêmes exercices. Oui, puis surtout que le fait d'avoir une routine psychologiquement, ça joue aussi, quoi. Oui, complètement. Oui. Il y a aussi l'aspect psychologique. Voilà, on a fait le tour. On a laissé au pied. On est bon. Il y a d'autres teasing, des infos ou quoi. Non, mais continuez surtout à nous poser un maximum de questions dans les commentaires. Parce que vous avez vu là, ça fait faire 3 là, pour voilà, c'est ça. Nous, si à chaque fois qu'on finit un podcast, on sort avec, je dis une connerie, une dizaine de questions qui sont exploitables, parce qu'après il faut qu'on puisse en parler, il faut que ce soit intéressant. Oui, demandez pas comment on fait pour améliorer son squat. Voilà, trop large, voilà. Nous après on peut en faire des sujets en soi et nous ça nous permet d'être réguliers et puis vous ça vous permet d'avoir votre petit podcast quand vous faites je sais pas votre vaisselle, votre ménage ou votre zone 2. Essayez de partager au maximum quand même le contenu qu'on vous propose sur la chaîne. Nous, ça nous permet de gagner en visibilité. Et donc après, c'est un cercle vertueux. Si on a plus de visibilité, ça fait aussi plus de matos, plus aussi d'interaction avec vous, donc plus d'idées. Je rappelle que ce contenu-là, il est produit de manière gratuite. Alors il y a comme c'est devenu un peu banal et que tout le monde consomme du contenu gratuitement en permanence, les gens oublient, mais ça demande du travail, ça nous bloque du temps et du matos, etc. Et voilà. Après, vous avez de la chance, on aime beaucoup faire ça. Voilà, perso, moi j'aime bien faire ces formats-là. Voilà. Il n'y a pas un code Nutrimus, Nutripure sur Nutripure, le code PowerCamp pour 10% au moment de la création du compte. Ouais. Et si même après ta création de compte sur Iron Shark, tu as des Air Squat 10 tout le temps. Allez, je vais faire une promo moi aussi. Vas-y, je fais ça. Non, sinon, sur les t-shirts, là pour le coup, ils vont être envoyés. Je sais pas quand Louis va produire le truc, mais donc en tout cas, ils sont envoyés. Il va y avoir un nouveau drop. On avait commandé des t-shirts là. Ils arrivent demain les t-shirts.
Donc on va vous présenter donc dans le prochain podcast. Si vous avez pas mal de questions d'interaction, il y aura un podcast plus rapidement. Comme ça, Par on pourra contre, en parler. sur le prochain drop, ce sera pas pareil. Il y aura des quantités limitées par t-shirt. C'est-à-dire que là, on va recevoir les t-shirts. On aura par exemple 20 t-shirts taille L dans la gamme. Et une fois que les 20 seront vendus, il n'y en aura pas de supplémentaires. Voilà. Alors que pour ceux qu'on a fait là, on a d'abord fait la précommande. Ensuite, on a commandé les textiles. Donc c'était un peu illimité. Prochain, ce ne sera pas le cas. Il y aura une quantité limitée par taille et par modèle. Le t-shirt sera présenté dans le prochain podcast. Ouais, Comme ça, les gens... Marin fera un catwalk. Un quoi? Catwalk. Quand tu marches sur le podium comme ça. Je connaissais pas ce mot. Je pensais pas que ça s'appelait Catwalk. Moi non plus. Ah, ok, je sais pas. Ouais, je crois. Hein. Moi, je sais Je pas. sais pas. Tu m'apprends. Moi pas. Vas-y, je vais essayer de caler ma promo après ça. Non, mais il y a le cycle, il y a les 2 cycles gym conditioning à moins 50%. Donc c'est une prog pour augmenter son endurance et sa résistance musculaire sur tous les mouvements de gym qu'on peut retrouver dans le Voldemort Fit. Donc, tous les sorts seront travaillés. Il y a les meilleurs échauffements dedans aussi. Voilà, les meilleurs échauffements et tous les sorts seront maîtrisés. T'as un peu de neuro dedans ou pas? Ouais, t'as de la neuro plus dedans. T'as un peu de tout. Il y a tout en fait. Donc voilà, et cette prog, elle va disparaître du site incessamment sous peu. Je pense, je l'ai annoncé, mais ça pourra peut-être être une semaine un peu après. Mais en gros, début août, ça disparaît du site. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Donc il y a 50%. Et encore une fois, fin du mois, il n'y a plus. Voilà, salut tout le monde. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.